Eh bien, bienvenue pour ce webinaire découverte métier avec Solia Haute-Savoie à nos côtés. Donc, ça va nous permettre de découvrir cette structure, de découvrir un peu plus en détail aussi les différents métiers, les différents pôles, le rôle de Solia dans son accompagnement à la rénovation et également le métier de conseiller. Donc aujourd'hui, nous accueillons Mylène Bedou, qui est responsable du service pôle amélioration de l'habitat en Haute-Savoie, donc au Solia de Haute-Savoie, et également Marie Cornet, qui est ancienne étudiante de la formation conseiller accompagnateur rénovation et qui est désormais en poste chez Solia. Et je suis moi-même responsable de la formation conseiller accompagnateur rénovation au sein de l'ASDER, donc une structure que je vais vous présenter tout de suite. On va commencer par ça. Donc, je vais d'abord vous présenter l'ASDER. Je laisserai ensuite la parole à Mylène pour vous présenter la structure Solia et ensuite la parole à Marie. Pour information, il y aura des temps à chaque fois, à chaque fin de présentation pour vous permettre de pouvoir poser toutes vos questions. N'hésitez pas aussi à les mettre dans le chat si vous le souhaitez. Comme ça, si ça vous vient, que vous souhaitez la poser tout de suite, et ben, nous, on la prendra en compte autant de questions-réponses. Et je vais d'abord quand même rapidement laisser Mylène et Marie se présenter si elles le souhaitent. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis Mylène Bedou, donc je suis la responsable du pôle amélioration de l'habitat au sein de Solia Haute-Savoie. Alors pour ma part, j'ai intégré l'association fin 2023, donc en décembre 2023, et je n'étais pas du tout issue de l'univers de la rénovation énergétique, mais voilà, je suis embarquée dans, euh, dans le mouvement Solia et j'en suis très heureuse. Marie, si tu souhaites te présenter. Oui, donc moi, Marie Cornec, donc je suis en poste chez Solia depuis janvier 2025. J'ai fait donc la formation CAR donc en 2024 en septembre. Et voilà, donc j'ai obtenu le diplôme en décembre, enfin janvier, quoi. On a eu les résultats en janvier. Mm. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, j'enchaîne sur la présentation de l'ASDER. Donc l'ASDER, structure engagée pour la transition énergétique, donc on existe depuis 1981. On a dans nos statuts, c'est d'œuvrer pour une transition énergétique, pour une transition énergétique et solidaire. Ça fait donc 40 ans qu'on existe sur le territoire et on avait au tout début une spécialisation sur les énergies renouvelables, mais très vite, en fait, on s'est développé sur les thématiques de l'éco-construction et la rénovation performante. Donc, on a une vraie expérience du milieu avec un réseau assez conséquent. Pour œuvrer à cette mission de transition énergétique et solidaire, on a deux pôles. Donc, un pôle qu'on nomme le service local de l'énergie. Ce service local de l'énergie, il est là pour accompagner euh, sous forme de conseils, notamment les particuliers dans leurs projets de construction ou de rénovation de leur logement, donc sur diverses thématiques. On en parlera un peu plus plus tard. On fait également des animations scolaires pour sensibiliser. On organise des conférences, on fait des visites, des participations à des forums, des salons. Donc ça, c'est toute la partie particulier. Le service local de l'énergie, il a ce même fonctionnement aussi pour les copropriétés, mais on accompagne également les collectivités dans leurs projets également de transition. Donc ça, voilà, pour vous présenter rapidement cet axe-là, de l'ASDER et on a un autre, pôle, un autre axe qui, est celui pour lequel vous êtes plutôt là aujourd'hui, c'est l'école du bâtiment durable, heu, qui est qui a pour rôle de former les professionnels de la transition énergétique de demain. Donc pareil, on a un centre de formation qui existe depuis 81, mais on a vraiment, fait des formations, je dirais quand même plutôt en 84. Mais, depuis le début, c'est aussi un centre de formation, l'ASDER. On est aussi CFA depuis 2019. On est sur un rayonnement national, alors que le service local de l'énergie est sur un rayonnement plutôt, local. Et voilà, donc avec, des locaux basés à Chambéry, ça j'aurais peut-être pu le dire depuis le début, on est basé à Chambéry et on a, des locaux, des plateaux techniques, et des bureaux qui sont au même endroit et dans lesquels on vous accueille quand vous venez en formation.
Pourquoi se former à l'ASDERJ? Ce sera ma dernière, petite slide. Je pourrais dire plein de choses sur cet organisme de formation, qu'on a des formations courtes, qu'on a des formations en ligne, des formations longues, pour tout niveau et cetera. Ce que je peux vous dire pour un peu nos points forts, c'est qu'on se base vraiment sur des formateurs qui sont passionnés. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien dire, c'est que nos formateurs, ils sont vraiment, passionnés par leur domaine. C'est des professionnels ou d'anciens professionnels, mais en tout cas des référents dans leur domaine qui ont vraiment à cœur de transmettre et d'accompagner, votre parcours de reconversion. On, reçoit de nombreuses offres d'emploi, qu'on envoie exclusivement à nos étudiants. Comme je vous le disais, on a un réseau qui est assez conséquent, donc ça nous permet d'en recevoir plusieurs. On a des chantiers pédagogiques, mais on a aussi un plateau technique. On en a même 2 maintenant, en fait, qui nous permettent, d'apprendre par le geste, avec, voilà, plusieurs techniques qui sont quand même, assez intéressantes à voir, des techniques de pose de menuiserie, d'étanchéité à l'air, de pouvoir voir les matériaux de construction en vrai, ce qui est un vrai plus après pour votre futur métier. Et aussi, j'allais dire et surtout, mais quand même peut-être pas, mais aussi, on a cet esprit, collectif, bienveillant et associatif et on a à cœur de bien vous accompagner parce que ça fait partie et de nos valeurs et voilà, de la façon dont on aime à accompagner les gens pour qu'ils puissent, bah, changer de métier, apporter du sens à leur métier ou peut-être, aller finalement vers leur passion. Mais on est vraiment là, dans un esprit, collectif pour vous accompagner au mieux dans votre, future carrière professionnelle. Pour quelques chiffres, on a formé en 2023 quasiment 1 200 personnes. On a eu un taux de placement de 92 et on a un très bon, taux de satisfaction de 99. Voilà. Je vais désormais laisser la parole, alors, sauf s'il y a des questions, j'ai pas prévu forcément de questions parce que moi je réinterviens à la fin pour vous présenter le métier de conseiller, enfin plutôt non, pardon, la formation conseiller. S'il y a des questions sur l'ASDER, je peux en prendre, quelques-unes et sinon je laisse la parole à Mylène. J'ai pas vu de questions dans le chat. Je ne crois pas, hein? Eh ben alors vas-y Mylène. Merci Laurie. Donc déjà, j'aimerais remercier Laurie et l'ASDER donc, pour ce webinaire. Donc nous, si notre structure, on intervient aujourd'hui dans cette présentation, c'est parce qu'on a l'habitude depuis 2 ans d'accueillir des stagiaires donc, qui sont issus de cette formation. Voilà, dans notre structure et faire découvrir notre quotidien et l'accompagnement des ménages, mais aussi les différents métiers qui composent notre association. On a un fort partenariat avec l'ASDER déjà depuis plusieurs années, notamment sur le nord de la Haute-Savoie dans l'accompagnement des ménages, mais également aussi puisque nous sommes tous deux opérateurs dans le cadre du pacte territorial du Grand Annecy. Voilà, c'est une petite aparté de notre partenariat. Et donc, notre objectif, c'est de vous présenter, enfin, vous donner un aperçu de ce que pourrait être votre futur métier et comment pourra s'inscrire ce métier dans l'écosystème d'acteurs locaux qui sont souvent complémentaires et engagés. Donc après, mes propos seront complétés donc, par Marie, donc, qui est notre chargée d'opération au sein de Solia, et qui pourra illustrer voilà, son quotidien au plus près des ménages. Laurie, tu peux y aller, tu peux changer de slide. Merci. Donc, le mouvement Solia, c'est près d'un siècle d'histoire au service de l'amélioration de l'habitat. Alors, depuis la lutte contre les taudis, donc en 1924 jusqu'à la naissance du réseau Solia en 2015, nous sommes devenus aujourd'hui le premier réseau associatif national dans ce domaine. Nous intervenons donc sur tout le territoire avec une mission qui est simple, c'est de permettre à chacun de vivre dans un logement digne et adapté, particulièrement donc pour les publics les plus fragiles. Alors, nos valeurs chez Solière, donc c'est le respect et la dignité humaine avant tout, et le droit de disposer d'un logement décent pour tous. Et notre fil conducteur chez Solia, c'est la solidarité comme principe d'action. Et puis, également, ce qui caractérise notre association, c'est notre ancrage territorial et notre dimension partenariale.
On a plusieurs actions chez Solia. Donc, je vais vous les présenter. On accompagne les personnes âgées et en situation de handicap dans l'objectif pour ces ménages de vivre le plus longtemps possible et le mieux possible dans leur habitat. Réussir également la transition énergétique pour tous. Lutter contre l'habitat indigne et dégradé. On mobilise également le parc privé à des fins sociales. Donc ça, c'est un autre pan de notre activité par rapport à l'habitat, mais ça fait aussi partie de nos missions. On produit également des logements d'insertion et enfin, notre action principale, c'est de redynamiser les copropriétés, les quartiers et les centres-bourgs. Donc nos publics, on accompagne tous les publics, mais plus particulièrement les publics modestes et très modestes. Ce sont vraiment nos publics cibles. Et puis, on accompagne également les collectivités dans leur programme d'amélioration de l'habitat. On a plusieurs métiers chez Solia, donc je vais vous les présenter très rapidement, parce que ce sont des métiers pour certains plus ou moins complexes, mais donc nos métiers principaux, donc c'est la conduite de projets de territoire, donc dans l'accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre de leur politique de l'habitat, donc la requalification des copropriétés et les copropriétés fragilisées, ou bien le traitement de l'habitat indigne pour le renouvellement urbain. Notre métier principal également est l'accompagnement des personnes, donc pour accéder ou se maintenir dans leur logement, comme je le disais, pour les personnes âgées ou en situation de handicap. On produit également en parallèle donc des logements adaptés. Et puis, on mobilise le parc privé avec notre service AIVS. Donc, c'est une agence immobilière à vocation sociale. Laurie, tu peux. Oui, merci. Alors, le mouvement Solia, donc on a plusieurs Solia on a des Solia au niveau national dans chacun des départements. Et nous, en fait, on appartient donc à une union régionale. Et donc, Solia en Auvergne-Rhône-Alpes, juste pour vous donner quelques chiffres clés. Donc, en 2024, ce sont 394 salariés sur toute la région, 360 bénévoles, 10 associations départementales ou bidépartementales. Nous avons également des structures dédiées à la production de logements d'insertion, donc ce qu'on appelle la structure BLI. Donc, en Haute-Savoie, nous avons une structure BLI. Nous avons également donc des agences immobilières à vocation sociale. Nous sommes rattachés à une union régionale. Et puis, nous avons aussi un asile de nuit sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Concrètement, Solia Haute-Savoie, donc on est une association donc loi 1901. On est reconnu service d'intérêt général. On a déjà plus de 60 ans d'existence et on a un très fort ancrage territorial. Donc, notre structure est basée sur Annecy. Donc, nos locaux sont basés sur Annecy. Et la force de Solia, c'est son rattachement à deux fédérations donc, très dynamiques qui sont donc la Fédération Solia et la FAPIL. Et puis, depuis 2023, nous sommes certifiés RGE dans l'accompagnement des ménages pour leur rénovation énergétique. Pardon, excuse-moi, Laurie. Tu peux passer. Au niveau de Solia Haute-Savoie, donc l'ensemble de la structure, les deux services confondus, donc que ce soit le pôle amélioration de l'habitat ou bien l'agence immobilière à vocation sociale, donc on compte 25 salariés. Nous avons une équipe pluridisciplinaire, hein, donc aussi bien des techniciens que des travailleurs sociaux, des conseillers habitat, des chargés d'opération, des chargés de mission. Donc, comme je le disais, on a une structure dédiée à la production de logements d'insertion, donc BLI, et puis donc l'agence immobilière à vocation sociale. Je vais vous donner quelques chiffres clés en 2024, puisque 2024 a été une année assez dense, mais qui est assez représentative en fait de l'ampleur de nos actions et de l'impact que peut avoir le métier de chargé d'opération conseiller en rénovation énergétique.
ou même en adaptation. Donc, en 2024, pardon, nous avons accompagné plus de 280 ménages dans leur projet de rénovation énergétique. On a réalisé environ 500 visites à domicile et on a accompagné plus de 4000 logements en copropriété. Et nous avons donc soutenu 429 ménages également dans le maintien à domicile. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu une idée de nos actions sur l'ensemble de nos métiers et sur le département. J'ai été peut-être un petit peu vite. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, notamment sur nos métiers. Eh bien, Merci à vous. merci beaucoup Mylène, merci beaucoup et oui, écoute, ça va laisser du temps pour les questions, c'est parfait. Et d'ailleurs, il y a des questions dans le chat. Je prends la question dans le chat et puis après je vous laisserai, poser vos questions, là, n'hésitez pas du coup, hein, à ouvrir vos micros et à poser vos questions. Donc j'ai une, question de Vincent Mylène. Bonjour, concernant la structure Solia, est-ce que vous pourriez m'indiquer quels sont les différents postes présents dans cette structure? Merci. Bonjour, merci pour cette question. Alors, les différents postes, donc on a des chargés d'opération, des chargés de mission. Donc nous, les chargés de mission pilotent donc les opérations programmées, donc en lien avec les collectivités. Les chargés d'opération comme Marie, qui pourra vous présenter un petit peu son quotidien, donc accompagnent les ménages dans leurs projets de rénovation de leur logement ou bien d'adaptation de leur logement. Nous avons également des conseillères habitat, donc qui se chargent du suivi des dossiers au niveau administratif et financier. Et puis, on a des fonctions support. Nous avons l'accueil. Et après, plus largement, au niveau de Solia, on a aussi des travailleurs sociaux et puis des gestionnaires locatifs. Très bien. N'hésitez pas à intervenir si vous avez besoin de plus de précision. Alors, je ne sais pas si le prénom est Vincent ou Mylène, donc je vais Oui, partir c'est sur ça. Vincent. Donc n'hésitez pas à demander si besoin. Alors j'ai Adrien Falconet qui demande: «Est-il possible d'exercer à 100 comme auditeur énergétique pour des maisons individuelles en tant que consultant indépendant?» Alors, la réponse est oui, c'est un métier qui existe. Je me permets, hein, de répondre parce que Oui. là, j'ai l'impression que c'est plutôt une question. C'est un métier qui existe. Après, peut-être que la question, c'est: est-ce que la formation permet d'y accéder? Oui, oui, enfin, c'est mon objectif, en fait. Je souhaite être consultant 100 Mmh. être auditeur énergétique, en fait. Et bah, ça, on en parlera peut-être plutôt à la fin parce qu'il y a toute une slide sur les D'accord, débouchés, donc on en parlera à ce moment-là. Je vais me concentrer sur la d'accord, question ouais. Solia et je répondrai à votre question, par la suite. Donc, j'ai une question: comment différenciez-vous l'accompagnement des propriétés ou copros et celui des ménages? Comment est-ce qu'on différencie? Mmh. Je pense que c'est quelle est la différence, en fait? Quelle est la différence d'accompagnement entre une copropriété et un ménage? Ah bah, il y a l'accompagnement donc en individuel. Donc là, Marie pourra un petit peu expliquer en quoi consiste l'accompagnement individuel. Et puis ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'accompagnement en collectif. Donc, puisque les copropriétés, donc il y a l'accompagnement au niveau donc du bâti global et aussi en individuel. Je ne sais pas si si ça répond à votre question. Oui, bonjour. Bah, non, pas vraiment. En fait, vous distinguez vraiment l'accompagnement, oui, des ménages. Donc, on parle des personnes et Oui. l'accompagnement des propriétés ou des copropriétés. Mais c'est l'accompagnement d'une propriété ou d'une copropriété, c'est bien indirectement, de toute façon, l'accompagnement des ménages obligatoirement par rapport à l'habitat, au bâtiment. Donc, c'est pour ça que je n'arrive pas à voir pourquoi il y a cette distinction dans votre présentation, alors que l'un va forcément avec l'autre, il me semble. Oui. Ou alors, Alors, il y a deux oui, notions qui m'échappent. oui, je comprends mieux votre question. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'accompagnement des copropriétés, c'est un dispositif d'aide qui est différent. Alors, effectivement, vous avez raison, hein, dans une copropriété, forcément, on accompagne des ménages. Mais au niveau de l'accompagnement, il va y avoir un accompagnement donc technique et financier, donc avec des aides qui vont être mobilisées au niveau de la copropriété pour toutes les parties communes. Et ensuite, il va y avoir aussi l'accompagnement individuel. Mais le process d'accompagnement
est un petit peu différent d'un accompagnement individuel en maison individuelle. Ouais, Voilà, il va y avoir des règles, il va y avoir des règles et puis des notions d'accompagnement un petit peu différentes. d'accord. Ouais. Ok, de toute façon, en gros, il y a toujours l'accompagnement technique, purement technique, Oui, qui passe par un diagnostic et des propositions, et puis bon, un accompagnement d'ordre plus humain, social, quoi. Enfin, oui. c'est comme ça que je vois à peu près, d'accord. Oui, oui, puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en copropriété, pour la réalisation des audits énergétiques, c'est forcément réalisé par un maître d'œuvre. Enfin, voilà, Mhm. c'est un bureau d'études qualifié qui réalise ces audits-là. Nous, structure D'accord, Solia, on ne peut pas le faire. On n'a pas les qualifications pour le faire. d'accord. Oui, Ok, si je peux me permettre, très bien. chez nous aussi, c'est différencier le pôle copropriété du pôle particulier. C'est souvent le cas parce qu'en effet, comme le disait Mylène, c'est quand même des accompagnements qui sont un peu différents. Vous parliez Oui, de technique et d'humain. Il y a un accompagnement humain qui est beaucoup plus fort dans les copropriétés parce que c'est un ensemble d'humains qu'il faut mhm. fédérer et sensibiliser, à la différence d'un ménage qui est assez d'accord quand même s'il peut y avoir des désaccords. Oui, oui, bien Mais sûr. il y a souvent quand même une différence à l'accompagnement en termes de temporalité aussi. C'est-à-dire qu'un projet copropriété prendra pas le même temps qu'un projet individuel une fois qu'il est lancé, parce qu'encore une fois, c'est une plus grosse machine à mettre en œuvre et en place. Forcément. Ok, merci. J'ai une autre question. Question finance. Qui, comment est financé Solia? Alors, comment est financé Solia? Alors, on n'est pas financé directement par... en fait, on va mobiliser les dispositifs d'aide de l'ANA. Je pense que vous en avez entendu parler. MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt'. Donc, on va mobiliser en fait ces dispositifs pour la rénovation des logements ou bien l'accompagnement des ménages dans l'adaptation de leur logement. Donc ça, c'est pour la partie maison individuelle. Donc en fait, on va avoir plusieurs modes d'intervention. Soit nous sommes opérateurs en fait, d'une collectivité, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui, nous sommes opérateurs du Grand Annecy. Et donc en fait, c'est le Grand Annecy directement qui va nous rémunérer, mais via les dispositifs d'aide alloués par l'ANA, ou bien on va être rémunéré, donc ce qu'on appelle nous dans notre jargon en diffus, c'est-à-dire sur des zones qui ne sont pas couvertes par des opérations programmées. Et là, on va mettre en place ce qu'on appelle un contrat AMO, donc un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et puis, donc, c'est le bénéficiaire qui va nous avancer les fonds de cet accompagnement. Et selon les critères d'éligibilité, puis surtout le niveau de ressources du ménage, il va obtenir aussi des aides de la part de l'ANA. Mais on ne touche pas directement les aides de l'ANA. Est-ce que Merci ça a beaucoup. répondu à vos questions? À votre question, pardon? Très bien. J'ai une autre question de Émeric. Quand vous parlez de production de logements, est-ce que vous assurez la maîtrise d'ouvrage en interne pour la construction de ces logements? Alors, on l'a eu fait il y a une dizaine d'années en arrière. Alors, depuis, je dirais, depuis une dizaine d'années, alors moi, je n'étais pas dans la structure, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre précisément, mais depuis une dizaine d'années, nous n'avons pas produit de logement. Voilà, on est sur notre patrimoine actuel. Mais oui, il y a 10 ans en arrière, effectivement, on le faisait. Très bien. Merci. Une nouvelle question de Vincent Mylène. Merci pour votre réponse. Alors, c'est une double question parce que c'est quel titre les architectes ont chez Solia? Donc, je pense que la question, c'est quel est l'intitulé de poste? Est-ce que ils sont architectes ou est-ce qu'ils ont un autre poste? Et Oui, est-ce que vous conseillez cette formation? Donc, je pense que c'est la formation qu'on va présenter. Vincent Mylène, vous m'arrêtez si je me trompe, oui, pour c'est postuler ça. chez Solia quand on est architecte. Alors, il y a une petite coquille qui s'est glissée dans la présentation, puisque alors au sein des Solia, il y a plusieurs Solia qui ont dans leurs équipes des architectes, mais nous, chez Solia Haute-Savoie, nous n'avons pas d'architecte dans notre équipe. Sur l'une de nos opérations programmées, on est en sous-traitance avec une architecte, donc on va solliciter ponctuellement en fonction
en fonction de la demande. Mais chez Solia Haute-Savoie, nous n'avons pas d'architecte. Donc, je suis désolée, il y a une petite coquille qui s'est glissée dans la présentation. Pas de souci. Et est-ce que vous conseillez cette formation pour postuler chez Solia quand on est architecte? Je te laisse répondre, Mylène, puis après, moi, j'apporterai ma vision organisme de formation. Alors oui, je pense que enfin, les compétences qui sont en lien avec le métier d'architecte sont vraiment peuvent vraiment représenter des atouts pour nos métiers dans l'accompagnement, mais surtout pour les collectivités, effectivement, puisqu'il y a de nombreuses questions en lien avec le bâti, des questions patrimoniales. Donc oui, ça a tout son intérêt. Oui, je rejoins et c'est vrai que c'est une formation qui, je pense, enfin après je sais pas exactement quelles études vous avez suivies, en tant qu'architecte, mais Des études d'architecture. Très bien. Oui, je ne sais pas quelle école, ce que vous avez fait exactement. Ben, Mais en fait, ce que l'école je veux dire, c'est que d'architecture. souvent, on remarque chez les euh, architectes qui postulent chez nous, des manquements dans toute la partie rénovation, connaissance, un peu disons que du dans bâti, de la thermique et cetera, donc c'est souvent un très bon apport. ouais, Je dans fais un petit aparté, vous n'avez pas besoin de venir du monde du bâtiment, hein, pour suivre cette formation. Mmh. Là, la personne est architecte, donc c'est très bien. Ouais. C'est vrai que ça va lui apporter des choses, pour, son futur métier. Mais il y a plein de gens, qui font aussi cette formation, sans avoir, ultérieurement des connaissances dans le bâtiment et ça se passe très bien également. Je posais cette question, si je peux me permettre d'intervenir. Bien sûr. Oui, je suis architecte, mais ces études d'architecture ne forment pas à l'accompagnement justement des ménages ou des collectivités sur la rénovation énergétique. Et l'appel à des soutiens financiers ou à des fonds, c'est pas ce qu'on apprend en école d'architecture. Mmh. Tout à fait. Donc c'était le sujet de ma question. Oui, c'est un sujet qui m'intéresse. Moi, évidemment, la rénovation énergétique et accompagner des foyers ou des collectivités dans l'amélioration de l'habitat et l'impact, on va dire, carbone du bâtiment sur l'environnement, puisqu'on est à l'aube des enjeux 2030 et 2050 quand même, et que le bâtiment représente quand même une partie très, très, très importante de rejet carbone dans l'environnement. Pourquoi je disais ça? Voilà, c'était effectivement, moi, cette formation m'intéressait parce que dans mon cursus, c'est pas ce qu'on m'a appris. C'était pour compléter un petit peu ma formation d'architecte par cette formation que vous proposez pour pouvoir justement m'insérer dans ce milieu de la rénovation énergétique. Oui, bah, c'est un parcours qui est tout à fait, enfin ça c'est pas un Complémentaire, parcours que donc. je trouve étonnant et après je vous invite, on va passer à la présentation d'après, mais je vous invite si vous avez plus de questions sur la formation, à les poser à la fin sans aucun souci et si vous avez un projet qui est plutôt défini, il ne faut pas hésiter aussi à nous contacter pour en discuter directement avec les chargés de recrutement qui pourront répondre à vos questions sur votre parcours plus précisément. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Mylène, sur la structure Solia? Mylène, moi, avant de passer la parole à Marie, moi, j'ai une question, c'est combien de personnes, parce que tu es donc responsable du pôle amélioration de l'habitat, Oui. est-ce que tu peux juste nous dire quelques mots de plus sur qu'est-ce que ça recouvre exactement comme mission, parce que tu nous en as présenté plein. Donc, qu'est-ce que toi, ton pôle recouvre comme mission et combien de personnes vous êtes sur ce pôle? Alors, au niveau du pôle amélioration de l'habitat, donc alors si je dis pas de bêtises, on est 14 aujourd'hui. Et au niveau des métiers, donc on couvre l'accompagnement des ménages donc en maison individuelle pour l'adaptation, les personnes en situation de handicap, donc aussi pour la rénovation énergétique. On accompagne aussi donc les collectivités dans leur dispositif de l'habitat. Donc voilà, on est opérateur aujourd'hui de 4 opérations programmées donc sur le département. Et puis donc on intervient aussi sur la thématique donc LHI, donc lutte contre l'habitat indigne. Ça c'est l'une de nos missions. C'est la mission la plus ancrée chez Solia, la mission LHI. Et on accompagne aussi les propriétaires bailleurs donc pour
la mise à disposition de leur logement voilà, dans le parc privé. Mais notre service est vraiment en lien avec notre agence immobilière à vocation sociale. Il y a vraiment un lien qui est fait entre nos deux services sur ces questions de l'habitat. Et voilà, au niveau de l'habitat, on est vraiment sur ces missions-là. Et puis, on intervient aussi en tant qu'AMO sur la maîtrise d'ouvrage d'insertion pour les logements communaux. On les accompagne également. On accompagne les communes, pardon. Très bien. Merci beaucoup. Il y a une nouvelle question de David. Pour Mylène Folia, vos équipes opérationnelles sont des salariés, point d'interrogation, ou est-ce que vous travaillez aussi en sous-traitance? Alors, donc dans l'équipe, ce sont 14 salariés, mais nous avons 2 anciennes collaboratrices qui interviennent en sous-traitance au niveau du pôle habitat. Très bien. Une dernière question, en tout cas une nouvelle question d'Émeric. Quelle perspective de recrutement chez vous pour les prochains mois, pour les éventuels diplômés de la session de février, donc février, mars, avril, mai qui finira en mai 2026, et plutôt sur quel type de poste? Alors pour le moment, il n'y a pas de projet de recrutement chez Solia, en tout cas pas sur l'année 2025. À voir sur 2026. C'est la particularité bah, de notre association, enfin, et puis de toute façon des acteurs des acteurs de la transition énergétique en particulier. Voilà, on est quand même dépendant des directives de l'ANA, donc on attend en fait les nouvelles directives de l'ANA pour pouvoir planifier voilà, aussi bien au niveau des ressources que nos actions d'accompagnement. Donc là, je ne vais pas pouvoir répondre pour le moment. C'est une réponse. Merci beaucoup, Mylène. Vous pourrez poser, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, bien sûr, là, c'est un temps spécifique, mais à la fin, vous aurez le droit de nouveau de poser des questions à Mylène s'il y en a certaines qui sont venues. Je vais laisser la parole à Marie, qui va nous parler de son expérience au sein, un peu avant l'ASDER et puis aussi à l'ASDER et après. Je te laisse la main, Marie. Merci. Moi, je suis issue de l'industrie, donc j'ai fait 10 ans en industrie, j'ai fait des études pour travailler en bureau d'études. Donc j'ai travaillé en bureau d'études et à la qualité dans le milieu industriel. J'ai fait une première reconversion professionnelle, j'ai fait un CAP pour faire de la rénovation d'intérieur, donc tout corps d'état. Donc j'ai été ouvrier pendant 8 ans, je faisais donc des chantiers dans le bâtiment. Mon dernier patron a fermé sa boîte et voilà, vu que c'est un métier qui est plutôt usant, je me suis posé la question de ma future orientation. Je suis tombée sur cette formation parce que moi, je voulais quand même rester dans le bâtiment, me tourner vers un métier d'avenir. Donc, la rénovation énergétique, c'était vraiment ça me parlait vraiment beaucoup et donc j'ai fait une immersion professionnelle d'1 semaine avant de me décider sur la formation. Donc j'ai eu la chance de faire cette immersion à l'ASDER dans les équipes donc du service local de l'habitat. Donc à la fin de la semaine, j'étais vraiment convaincue de l'intérêt de cette formation. J'ai eu affaire donc aux conseillers qui étaient vraiment calés, enfin au niveau technique. Ils étaient vraiment là pour aider les gens. Il y avait pas d'intérêt commercial et vraiment moi c'est vraiment ce qui me parlait. C'était voilà, tout dans l'impartialité, là pour aider les gens. Ils apportaient vraiment quelque chose aux personnes qui étaient dans le flou sur voilà, entre ce que leur avaient dit certains professionnels et même eux, ils savaient pas par où commencer et voilà, les conseillers étaient vraiment là pour ça. Donc ça, je me suis lancée dans la formation. Je l'ai faite donc en septembre 2024. Donc la formation, donc pour ma part, elle s'est super bien passée. Je l'ai choisie parce que, bah, voilà, j'avais cet attrait pour le bâtiment
Et, et puis oui, la structure, en fait, la structure ASDER, ouais, elle a su montrer en fait son sérieux sur la qualité de la formation. Les intervenants sont vraiment, ouais, ils sont vraiment très professionnels dans ce qu'ils abordent comme sujet. C'est des gens qui sont du métier, c'est pas des gens qui ont lu des livres et qui vous ressortent leur science sans avoir jamais rien pratiqué. C'est vraiment des gens de terrain et c'est vraiment un plus pour apprendre, ouais, pour apprendre et pour avoir un niveau technique qui est suffisant. Voilà. Donc moi je viens du bâtiment, donc effectivement j'avais certaines facilités au niveau vocabulaire, mais il y avait d'autres personnes qui étaient de ma promo, hein, qui n'étaient pas du tout du bâtiment. Ils s'en sont bien sortis. Il faut avoir de la motivation puisque la formation est quand même dense en termes d'information, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, mais avec une bonne motivation, même si on n'est pas du milieu du bâtiment, ils reprennent quand même tout le vocabulaire de la base pour que tout le monde puisse suivre quand même cette formation qui est accessible, qui est accessible à tout le monde. En tout cas, ceux qui n'étaient pas du bâtiment du tout, voilà, ont quand même réussi à suivre cette formation. Donc pendant cette formation, il faut faire un stage. Donc moi, j'ai eu la chance de faire mon stage à Solia. C'était pas gagné d'avance, mais bon, j'ai quand même réussi à intégrer Solia. La fin d'année 2024 était tendue puisque c'est la fin la fin des aides et donc voilà, tout le monde était pris. Donc Mylène ne voulait pas me prendre parce que les conditions de stage n'étaient pas idéales. Mais bon, voilà, j'ai quand même pu participer donc à la certification RGE, parce qu'il y avait ça qui était en cours chez Solia. Et j'ai fait des visites et j'ai participé à l'élaboration d'un audit pour un ménage. Donc voilà, donc ça s'ancrait complètement dans la formation et voilà, ça m'a permis d'appliquer et de mettre en pratique vraiment ce qu'on avait appris pendant ces 3 mois et demi, quoi. Donc aujourd'hui, moi j'ai été embauchée donc suite à ce stage. J'ai été embauchée en janvier. Je m'occupe donc de l'accompagnement des ménages en maison individuelle, donc dans le dispositif MaPrimeRénov' Parcours Accompagné. Donc mon quotidien, en fait, donc je fais des visites à domicile pour faire un état des lieux du logement. Je vois avec les gens leur projet de rénovation. Je les oriente pour que ça rentre dans le dispositif et que aussi ça améliore leur confort et c'est voilà, c'est pour que leur rénovation énergétique qu'ils soient pas déçus d'avoir engagé du temps, de l'argent, etc. Donc je fais je les aide dans leurs projets, je fais l'audit énergétique avec les scénarios de travaux. Et puis ensuite, il y a toute la phase étude de devis, les aides à la décision sur les choix des matériaux, etc. Et il y a aussi les visites après travaux. Donc on ne fait pas la suivi de chantier, c'est pas notre rôle. Mais il y a la visite après travaux pour voir si tout a bien été mis en œuvre. Moi, je m'occupe aussi de MaPrimeAdapt. Donc c'est l'accompagnement des ménages, donc des personnes qui sont âgées ou en situation de handicap. Donc c'est pour l'adaptation de logements pour le maintien à domicile. Donc c'est pareil, je fais des visites à domicile avec élaboration de plans et les préconisations des travaux d'adaptation à prévoir. Donc il y a toujours cette analyse de devis et qui est aussi bien technique que financier. Et puis il y a le suivi de chantier dans certains cas, et puis les visites après travaux également. Voilà. Donc oui, la formation m'a vraiment, déjà, elle m'a permis d'avoir un nouveau métier, ce qui n'est pas négligeable.
Ce métier, moi en tout cas, ça me permet de me sentir utile au quotidien parce qu'on fait quelque chose, enfin, on est là pour aider les gens, mais il y a, on sent, enfin, c'est vraiment, oui, que les gens soient satisfaits, mais c'est pour pas qu'ils se fassent avoir. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est se sentir utile. On est là pour les aider, quoi. Moi, c'est ce qui m'a plu dès le départ. Il y a l'aspect technique aussi que j'aime beaucoup. Et puis, moi, personnellement, ça m'a quand même obligée à me dépasser, puisque, par exemple, passer des coups de fil, moi, c'est pas du tout, enfin, c'était pas du tout mon truc, hein, même d'un point de vue perso. Et bon, bah là, j'ai été obligée de le faire. Et bon, bah, finalement, aujourd'hui, ça me pose plus de problème de prendre mon téléphone pour appeler les gens. Au départ, c'était vraiment pas mon truc, mais bon, voilà. Et, et puis au-delà de ça, donc la formation en elle-même, moi j'ai trouvé ça super. On rencontre des gens qui sont d'horizons vraiment différents, on n'aurait pas rencontré d'une autre manière. On est tous dans le même bateau, dans la même galère, dans le même objectif, dans le même état d'esprit. Donc c'est voilà, enfin moi j'ai eu un peu de solidarité, de collectif. Enfin, je pense que c'est l'état d'esprit qui est à l'ASDER en fait, et c'est ce qui en tout cas c'est ce qu'il y a eu dans notre promo. Je sais pas si c'était le cas chez tout le monde, mais en tout cas chez nous c'était comme ça. Et, voilà, avec des formateurs qui étaient vraiment au top. Enfin, moi, je suis vraiment très, très contente aujourd'hui de là où je suis en place. Et je suis très contente d'avoir fait cette formation dans ce cadre-là. Et je ne sais pas si ça a orienté certains convaincus ou pas, certains de faire cette formation, mais dans tous les cas, c'est une très, très bonne expérience. Et voilà, j'ai rien à gagner à vous dire tout ça, parce que moi je suis là de ma bonne volonté, mais j'espère que ça a pu peut-être vous aiguiller sur votre choix, sur votre décision de faire cette formation. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Marie, c'était très complet et j'ai trouvé ça très personnel, donc merci beaucoup, c'était très intéressant. Pour ma part, je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous avez des questions pour Marie? J'en ai 2. Alors je sais pas, il y en a une, je sais pas trop si c'est pour Marie ou pour Mylène. Je vais commencer pour celle qui est vraiment pour Marie. Quelle est la part de temps consacrée dans ton quotidien entre les sujets techniques, donc comme définir des scénarios de travaux, suivi des chantiers, les sujets d'accompagnement humain et les sujets de recherche de financement, montage de dossiers? Merci pour ton témoignage. C'est Émeric qui pose cette question. Alors, je vais commencer par la fin. Tout ce qui est recherche de financement, nous, chez Solia, on a la chance, en tout cas, on a le support des conseillères. Donc, on est au fait des aides locales. Donc, quand on est dans une agglo ou en OPA, on a les aides locales. On est au fait de ça, donc pour pouvoir aiguiller les gens, mais on ne fait pas les démarches nous. Il y a des conseillères qui sont là pour faire toutes les démarches administratives pour les demandes de ces aides-là. Voilà. Donc, et le début de la question, la part de... Du coup, entre les sujets techniques et humains. Alors, vu que moi je fais les deux dans la partie, donc ce qui concerne vraiment la formation, j'ai envie de dire que ça dépend un peu des ménages. Il y en a qui sont plus énergivores que d'autres. Il y en a qui passent plus de temps, qui ont plus des questions. Il y en a qui sont plus impliqués. Il y en a qui sont complètement perdus. Il y en a qui... voilà. Et la partie technique, elle est quand même l'étude de devis, le conseil des gens. Enfin, ça se mélange un peu parce que les gens ont des questions par rapport à ce qu'auraient pu leur dire des entreprises qui sont venues faire des devis. Ah oui, mais lui, il m'a dit qu'il fallait faire comme ça, mais vous me dites qu'il ne faut pas faire comme ça, ou il faut faire autrement, ou c'est mieux de faire... Voilà, donc ça se mélange toujours un peu. Voilà, il y a toujours l'aspect un peu social. Et puis, il faut que les gens aient aussi les moyens de pouvoir faire des travaux. Malgré les aides, il y a toujours un reste à charge quand même. Et ce qui n'est pas simple pour tous, surtout que nous, on accompagne les ménages modestes et très modestes. Donc, trouver des financements complémentaires qui leur permettent de faire ces rénovations, ce n'est pas toujours évident. Ou alors, on est toujours en recherche de solutions financières pour justement aider les plus défavorisés
ceux qui n'auraient pas un petit peu de trésorerie pour pouvoir faire face à tout ça, quoi. Je me permets de compléter les propos de Marie. Donc en fait, accompagner un ménage, c'est pas seulement un accompagnement technique ou une aide financière on va aller chercher. Et c'est véritablement en fait comprendre les besoins du ménage, comprendre leurs contraintes et puis leur situation réelle. Ça, c'est vrai, ça fait vraiment, ça fait partie intégrante de nos métiers. C'est ce qui fait sens aussi dans nos métiers. C'est très important d'avoir toute cette dimension quand on se lance dans les métiers d'accompagnement. Et ben, en tout cas, nous chez Solia, c'est ce qui prime avant tout. Merci beaucoup à vous deux. Il y a Iliana qui remercie Marie pour son intervention et qui voudrait poser une question à l'oral. Donc, je vous laisse ouvrir votre micro, Iliana. Ouais, désolé, c'est pas exactement le prénom, mais c'est pas grave, c'est moi qui ai mal réglé l'ordre. Désolée. C'est Flo, j'imagine. voilà. Moi, oui, merci Marie. J'ai trouvé ça très intéressant, notamment parce que tu as partagé ton expérience en tant qu'ouvrière du bâtiment. Et du coup, moi, ça m'a interpellé parce que j'hésite justement entre partir sur une formation plutôt d'ouvrier du bâtiment ou de conseiller chargé de projet. Et du coup, ma question pour toi, ça serait quelle est ta perception de la enfin, comment tu as vécu au-delà de l'aspect physique et laborieux, de la considération des deux métiers, celui que tu exerces aujourd'hui et celui que tu as exercé? Est-ce que, parce que j'imagine qu'il y a voilà, les postures, il y a des postures qui sont différentes et donc qui peuvent être plus ou moins agréables à vivre. Et c'est ça, voilà, j'espère que la question est claire. J'espère que j'ai bien compris. Alors, si vous hésitez entre les deux, après, moi, c'était plus pour le côté physique de l'ancien métier, parce que moi, j'aimais beaucoup ce que je faisais, faire de la rénovation, c'est pareil, on se sent utile, on fait quelque chose de nos mains, on a un résultat. Voilà, j'ai arrêté parce que physiquement, effectivement, voilà, je savais que j'allais pas faire ça toute ma vie, donc c'était l'occasion de changer. Mais après, ouais, savoir faire l'un ou l'autre, là, il y a plus cet aspect. Il y a un peu cet aspect concret parce qu'on a quand même la possibilité, on va quand même chez les gens, il y a cette partie qui est quand même concrète, mais c'est vrai qu'on travaille un petit peu dans du théorique. C'est un petit peu théorique puisque on fait pas le suivi de travaux, donc on voit pas les travaux s'exécuter et on espère toujours qu'ils soient exécutés correctement. Mais 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 voilà, après, est-ce que ouais, je sais pas si c'était enfin, le sens de la question, si c'était vraiment pour savoir si en gros, si j'avais pas de Oui, oui. manque. Ouais, non, plus dans le fait de, par exemple, la relation, j'imagine que c'est plus facile de travailler avec des artisans étant donné que t'as eu ce métier, tu as l'expertise. Et que inversement, des conseillers qui n'auraient pas l'expérience du terrain peuvent avoir un regard faussé de ce qu'est la réalité du travail d'ouvrier. Alors, le truc, c'est que la formation, alors on fait un petit peu on va donc dans les locaux où il y a les formations pratiques qui se font, donc on n'y va pas beaucoup parce que la formation, on n'a pas le temps de tout faire, mais quand on est en présentiel, on a la possibilité d'aller voir un petit peu comment ça s'est fait physiquement. Après, on n'a pas ouais, les relations. Moi, enfin, en tout cas, moi, quand j'étais ouvrière, enfin, quand j'étais dans le bâtiment, du coup, moi, j'étais chez des particuliers, donc j'avais forcément affaire aux gens, aux clients directs. Mhm. J'avais mon patron, on était des fois à 2-3, mais on n'était pas nombreux et on était dans une petite structure, donc c'est vrai ce rapport humain, on l'avait déjà
Bon, c'est différent parce que c'est pas l'aspect social de la même façon, mais on avait déjà ce rapport humain, en tout cas, voilà, ce conseil aux gens, on avait déjà cette partie, on va dire, qui était déjà, qui faisait déjà partie de mon métier avant, mais pas dans le même, Ok, dans le même degré. Voilà. ok, Mais ok. vas-y. Non, non, je dis merci, je pense que Ah, ça suffit. Je vais vous proposer de continuer la présentation parce que je vois que l'heure tourne. Donc, je vous propose de tout dérouler. Et après, pour ceux qui le souhaitent et qui ont le temps, et si Mylène et Marie, vous êtes d'accord avec ça, on pourra rester peut-être un peu plus pour répondre à certaines questions, si vous êtes encore une fois d'accord avec ça. Moi, je pourrais rester en tout cas un petit peu plus longtemps pour ceux qui le souhaitent. Et je vous propose du coup de continuer. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat, je vais les prendre à la fin. Donc, je vais hop, retrouver le contrôle de ma souris déjà. Donc les questions-réponses, on a fait un petit peu. Je vais vous présenter du coup le plus efficacement possible la formation conseiller accompagnateur rénovation. Bon bah voilà, ça c'est une photo des 2 dernières promos, tout simplement. Vous pouvez voir qu'on est des petits groupes, c'est généralement des groupes qui vont pas au-delà de 15 personnes. Et je vais vous présenter, pour commencer, les grands, les grands principes, on va dire, de la formation, enfin ce qui la caractérise le plus. La prochaine session aura lieu le 4 février 2026, donc c'est, je vais vous présenter le calendrier après, mais ça se finira du coup en mai. C'est une formation où on fait 2 sessions par an. Elle dure 15 semaines et donc c'est environ, 3 mois et demi et elle alterne des périodes d'enseignement qui se déroulent à 70 à distanciel, les périodes d'enseignement et des périodes en entreprise. Encore une fois, on verra le calendrier plus tard où vous verrez un peu le détail de tout ça pour que ce soit plus clair. Ça représente 245 heures de cours, 30 en centre de formation et 70 à distance. Donc en gros, c'est 2 semaines et demie, au centre de formation et le reste, en distanciel. En distanciel, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon du synchrone et de l'asynchrone. Le synchrone, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un en face de vous qui est en train de vous parler et vous êtes sur un outil, Zoom, ce sera Zoom aussi d'ailleurs. Et de l'asynchrone, c'est toute la partie où vous êtes sur une plateforme que nous, on utilise la plateforme Moodle et où vous consultez vous-même les cours. On est plutôt sur du 15 d'asynchrone et le reste en synchrone. On est quand même sur une majorité de cours avec une personne en face de vous. La formation s'appuie sur un bloc de compétences de la formation chargée de projet énergie et bâtiment durable, que c'est un titre que, en fait, on est certificateur de ce titre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le titre, c'est nous qui l'avons créé et donc il nous appartient. Ça veut dire aussi que comme on s'appuie sur ce bloc, c'est une formation qui est certifiante. Le bloc, la certification, vous avez le RNCP, ça veut dire Répertoire national des certifications professionnelles, et c'est le numéro, vous pouvez retrouver la certification grâce à ce numéro. Le bloc sur lequel on s'appuie, il s'appelle Réalisation d'études techniques pour des bâtiments performants, confortables et à faible impact environnemental. Vous pouvez retrouver toutes les informations en ligne si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Les cours, comme le disait Marie, on a à la fois des apports techniques, elle a tout à fait raison, c'est dense. Moi aussi, on le dit à chaque entretien de recrutement, c'est très dense. Donc, vous allez avoir et à la fois des apports techniques, vous avez des études de cas, on fait des mises en situation pratiques, on essaye de faire visiter des sites différents quand vous êtes sur place, une maison rénovée. On essaye de mettre en place des séances sur plateau technique parce que pour certaines personnes, ça a un vrai apport en fait de la théorie, c'est bien, mais de pouvoir voir en pratique, c'est intéressant aussi. Voilà et on a une petite vingtaine, je dirais en dessous de 20 intervenants, enfin 20, disons 20 intervenants, qui sont tous du coup des professionnels dans leur domaine et on a d'ailleurs, quelques conseillers, de l'autre espace, France Rénov, qui interviennent dans cette formation. Le contenu de la formation. Alors, je vais aller, assez rapidement, mais vous voyez à gauche les objectifs pédagogiques, donc ça, c'est ce que vous retrouvez sur le programme de la formation et à droite, vous allez retrouver en face qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Donc les objectifs pédagogiques de cette formation, c'est de mobiliser les particuliers, d'informer et de conseiller et d'accompagner les ménages. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de compétences? Mobiliser les particuliers, ça veut dire être capable de sensibiliser, de fédérer, d'emmener les ménages vers des projets de rénovation.
Si je peux vous donner quelques contenus de cours qui correspondent à ça, alors Marie, ça va pas te parler parce que tu ne le faisais pas à l'époque, mais on vous fait passer la fresque de la rénovation performante, par exemple, pour avoir une vision globale de la rénovation performante. Et c'est aussi un outil que vous pouvez remettre en place après dans vos structures. Vous avez des cours de communication et d'accompagnement au changement, ça tu l'as fait, des cours de stratégie de rénovation, la découverte des outils de conseiller, des cours sur les contextes et enjeux énergétiques. Donc tout ça, c'est des contenus qui vous permettent après voilà, de sensibiliser, comme je vous le disais, et d'emmener les ménages vers des projets de rénovation. Informer et conseiller, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est être en capacité, alors il n'y a qu'une compétence, mais elle recouvre beaucoup, beaucoup de choses. C'est être capable, comme disait Mylène, de comprendre les contraintes spécifiques d'un ménage et de proposer des solutions techniques qui soient adaptées. Donc, une seule compétence, mais elle recouvre beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il faut avoir les compétences et les connaissances techniques pour les conseiller sur les choix qui vont être les plus adaptés à la situation. Donc, c'est proposer des solutions techniques adaptées avec des connaissances. Alors là, je vais vous dire des cours de conception bioclimatique, de thermique du bâtiment, de prévention des surchauffes, de qualité de l'air intérieur, de ventilation, prendre aussi en compte la réduction de l'empreinte carbone, avoir toutes les connaissances sur le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la ventilation, etc. Voilà. Et en termes de cours, vous avez des cours sur les aides financières. Vous avez donc, comme je viens de le dire, conception bioclimatique, thermique du bâtiment, matériaux de construction, des cours de menuiserie. Voilà, donc ça représente, ce n'est que quelques-uns de ces cours que vous avez durant la formation. Finalement, le troisième objectif, ça s'appelle accompagner les ménages. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de compétences? Donc, savoir réaliser une visite de site, faire l'état des lieux, faire la prise de cote, repérer éventuellement des pathologies, réaliser l'audit énergétique du bâtiment et chiffrer et comparer des scénarios de rénovation. Donc là, s'il faut que je vous cite des petits modules, enfin, quand je dis, dans cet aspect-là, il y a aussi la partie quantifier les postes de dépenses et démontrer les gains économiques, qui va avec le chiffrage et comparer les scénarios de rénovation. Donc là, par exemple, vous passez la formation FIBAT Audit Réno, que je peux vous présenter un peu plus. Marie et Mylène parlaient du RGE. En fait, ce RGE, il n'est accessible. Alors, ce RGE dont elle parlait, c'est celui qui permet de faire de l'audit énergétique en maison individuelle. C'est la qualification 1911 chez OPQIBI et la 8731 chez Calibat. Donc, c'est des organismes de qualification. Et ces organismes de qualification, pour délivrer ce RGE, ils ont besoin de beaucoup de choses. Et une de ces choses-là, c'est d'avoir suivi une formation telle que FIBAT Audit Réno. Donc, c'est plutôt intéressant. Nous, on vous l'a fait passer durant la formation. On vous fait prendre en main un logiciel de simulation énergétique. Vous avez des cours de lecture de plans, vous faites de la visite de maison, etc. aussi pour vous accompagner dans cet objectif et ces compétences à obtenir. Je vais passer très rapidement là-dessus, mais c'est un point qui est souvent intéressant pour vous, c'est comment la formation est évaluée. Donc depuis peu et avec on a la certification dont je vous parlais, on a des renouvellements qui sont bien sûr assez réguliers, parce qu'on ne peut pas être toujours sur la même certification, on se met à jour. Et depuis la nouvelle certification, l'évaluation de la formation a changé. Et donc maintenant, on demande à nos élèves de se mettre vraiment en situation concrète et de réaliser un projet d'étude. On va vous donner un cas réel de maison à rénover. Et il va falloir que vous fassiez un projet d'étude de rénovation pour le compte d'un maître d'ouvrage particulier. Donc le maître d'ouvrage, pour ceux qui ne sont pas du domaine, ça peut être un peu... le maître d'ouvrage, en gros, c'est celui qui paye. Très grossièrement, c'est celui qui commande les travaux. Et donc, il va falloir que vous présentiez un rapport écrit et que vous fassiez aussi une soutenance orale devant un jury. Le rapport écrit va contenir une analyse de la situation, il va falloir que vous produisiez des bilans énergétiques, que vous produisiez des scénarios de rénovation, ce n'est pas un ou des, c'est des scénarios, et un compte rendu synthétique et pédagogique à destination de ce fameux maître d'ouvrage. Voilà, donc c'est un projet qui est assez concret et qui vous met vraiment en situation concrète de ce qu'on peut attendre à la fin de vous. Les débouchés suite à la formation. Alors, conseiller en rénovation énergétique, bien sûr, conseiller habitat également, mais ça peut être aussi d'autres titres, hein. Par exemple, Marie, elle est chargée d'opération. Dans les structures telles qu'urbanisme, je crois que c'est chargée de mission. Vous pouvez aussi être accompagnateur rénovation. Enfin voilà, il y a plusieurs métiers. Alors, pour l'instant, à ma connaissance, personne qui a suivi la formation est devenu technico-commercial, mais c'est aussi une possibilité pour des personnes qui ont plus la fibre commerciale de travailler dans des matériaux, dans des magasins de matériaux, par exemple. Alors là, j'en entends parler en ce moment, les grandes surfaces qui sont aussi à la recherche de conseillers, en fait, pour accompagner les ménages dans leurs projets de rénovation. Donc voilà, donc dans les employeurs potentiels, vous avez les associations, les collectivités, les entreprises de travaux, les cabinets d'audit, etc. Il y en a plusieurs.
En sachant que la formation conseiller accompagnateur rénovation, nous, notre plus gros débouché, ce sont quand même les espaces France Rénov, les Solia, les Urbanis, les ALEC et les structures Mon Accompagnateur Rénov. Pour vous parler très rapidement, encore une fois aussi, du calendrier de la prochaine formation. Donc, comme vous voyez, elle commence le 4 février. Toutes les parties en bleu, c'est les parties où vous êtes en formation à distance, donc depuis chez vous. En orange, c'est les parties où vous êtes à Chambéry. Et en jaune, vous êtes en entreprise en stage. Donc là, vous voyez, il y a 2 semaines, c'est du cours. Là, c'est les examens. Et on essaye de faire en sorte que vous n'ayez pas plus de 2 semaines, parfois 2 semaines et demie, de cours à distance. Alors, c'est pas toujours possible, mais là, en février, c'est le cas, pour que vous ayez des respirations un peu, parce que c'est vrai que, comme le disait Marie, c'est dense, cette formation. Et la distance, ça a du bon, parce que déjà, ça vous permet de venir d'un peu plus loin. Donc, on regroupe des personnes d'un peu partout et c'est plutôt chouette. Mais aussi, il y a pas les coûts de transport, il y a pas les coûts d'hébergement. Et puis, si les cours commencent à 9 h, après, c'est votre organisation personnelle, mais vous n'avez pas tout ce temps à venir. Donc, vous pouvez vous réveiller un peu plus tard. Donc, il y a des aspects qui sont bien, mais c'est vrai que le distanciel, ça peut avoir aussi cet aspect un peu rude pour certains. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte que ce soit bien rythmé. Pourquoi est-ce que le stage est découpé comme ça? Parce que ça vous fait une petite semaine en immersion, une sorte d'immersion début mars, où vous pouvez un peu découvrir la structure, les locaux, vos futurs collègues, vos futures missions. Et puis après, on fait une grosse période, une fois que vous avez bien assimilé aussi, enfin assimilé, en tout cas reçu la connaissance, pour pouvoir un peu la mettre en pratique pendant les 5 dernières semaines de stage. Et je fais un dernier petit écart, parce que moi, du coup, je suis responsable de la formation conseiller accompagnateur rénovation à l'ASDER, mais il y a une autre formation sur laquelle on s'appuie, la formation charrette de projet énergie et bâtiments durables, qui est une formation qui dure 1 an. Donc là, c'est que du présentiel, donc c'est pas la même chose, mais il y a des débouchés qui peuvent mener au même métier que conseiller. En fait, si vous voulez, la formation charrette de projet, elle dure 1 an. Et nous, on s'est dit, en fait, on peut prendre qu'un bloc. Et ça va correspondre au métier de conseiller. Je vous le fais en très gros et on va pouvoir l'ouvrir de manière comme ça à des gens qui n'ont pas forcément envie de faire 1 an de formation, qui n'ont pas les moyens de venir sur Chambéry pendant 1 an, qui ne peuvent pas venir physiquement et qui ont peut-être besoin de distanciel. Et on va faire cette proposition de formation. Mais la formation charrette de projet, elle a d'autres blocs, des blocs énergie renouvelable, par exemple, un bloc collectivité. Un bloc aussi qui permet de travailler en bureau d'études, donc ce qui ouvre à des débouchés en plus de conseillers, par exemple de chargés de projet en bureau d'études ou de conseillers en énergie partagée dans des collectivités, par exemple. Voilà. Donc je voulais vous la présenter parce que moi, je peux vous en parler un petit peu, mais c'est quand même pas ma formation entre guillemets, donc je ne pourrais pas aller dans le détail. Mais au moins comme ça, vous savez qu'elle existe et les métiers dont Mylène parlait sont aussi accessibles via cette formation. Je vous propose de prendre les questions. Merci à tous pour être restés tout ce temps. Merci à vous d'être aussi nombreux aussi. C'est super d'avoir une petite trentaine de personnes avec nous. Et je vous invite à poser vos questions si vous le souhaitez. Et je vois qu'il y en a plein dans le chat, donc je vais essayer de les remonter. Alors, est-il possible de réaliser le stage à l'étranger? C'est une très bonne question. Pour moi, oui. Je pense que oui. Je pense que c'est tout à fait possible de réaliser le stage à l'étranger. Après, faut trouver la structure, faut faire en sorte, faut avoir en tête que c'est pas forcément les mêmes réglementations, enfin, mais il y a pas en tout cas, je vois pas de contraintes particulières à ne pas pouvoir le faire à l'étranger sinon. Très bonne question. Le tarif de la formation. La formation, conseiller accompagnateur rénovation coûte 3 920 €. Merci Christian, au revoir. Puis Christian dit qu'il doit partir, donc je le remercie. Alors, Jean-Christophe Bossiot, j'ai l'impression que c'est une remarque. J'entends la partie de formation pour l'audit énergétique, si vous voulez préciser, mais je ne comprends pas la question. Quel est le nom du logiciel? Alors, depuis peu, on le fait sur Caprénov. Marie a été formée sur DPWin, mais la dernière session, on a décidé de se mettre sur Caprénov.
Pour les architectes qui ont déjà la qualification d'auditeur énergétique, doivent-ils repasser cette partie? Pas forcément. On peut faire le point, voir quelle a été votre formation initiale, quelles ont été vos expériences initiales, et on peut faire de la personnalisation de parcours. Ça se décide suite à un entretien de recrutement. On fait un point. Si la chargée de recrutement a estimé qu'il y avait de la personnalisation à faire, on fait un point ensemble pour voir ce qu'on peut supprimer comme partie. Alors, la formation prépare-t-elle à faire de l'audit énergétique? Quelle est la différence entre la formation FIBAT Audit Réno et accompagnateur en réno énergétique? Quelle est la différence avec conseiller France Rénov? Alors Mylène, est-ce que tu veux répondre à cette question, la différence entre, l'espace France Rénov et mon accompagnateur Rénov, ou est-ce que je réponds? Tu pourras répondre, mais en fait, c'est une articulation. En fait, on est complémentaires. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les ECFR. Donc, les conseillers France Rénov vont pouvoir répondre aux premières interrogations, je dirais, des ménages, et ensuite orienter ces ménages vers les opérateurs en fonction de leurs demandes, en fonction de leurs questionnements, ou bien oui, en fonction de leur projet. Voilà, c'est une articulation entre CFR et opérateurs. Nous, Solia, donc on est ce qu'on appelle un MAR. Donc, on a l'agrément pour accompagner les ménages. Et il y a vraiment, en fait, ECFR et MAR, ce sont deux services distincts, mais il y a une complémentarité entre les deux. Laurie, je pense que tu pourras mieux Oui, oui, c'est ça. compléter. Bah, en fait, les espaces France Rénov, et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, alors déjà, le nom de notre formation, c'est conseil accompagnateur rénovation. Il y a une sorte de label qui s'appelle Mon accompagnateur rénov. Il y a les espaces France Rénov. C'est vrai que les noms sont pas forcément aidants pour la compréhension de qui fait quoi. Si je peux compléter ce que dit Mylène, c'est qu'en fait, les espaces France Rénov, ça existe depuis, bah, nous, on a existé en 1980, ça existe depuis très, très longtemps. Ça a eu plein de noms différents. Moi, depuis que je suis à l'ASDER, ça a eu le nom de Espace Info Énergie. Il y en a eu FAIR, les espaces FAIR aussi, et je suis sûre qu'avant ça, il y en a eu d'autres de noms. Et c'est un accompagnement qui est gratuit, neutre et indépendant pour les ménages qui ont bah, besoin d'accompagnement dans leur projet de rénovation. Donc ça, c'est une première chose, c'est l'espace France Rénov. Il y en a pas forcément partout, mais en tout cas, ça fonctionne par département. Donc, il y en a souvent un par département. Enfin, il y en a plusieurs, mais enfin, qui correspondent à. Enfin, c'est assez départemental quand même. Enfin, en tout cas, le champ d'action est départemental. Par exemple, nous, on intervient qu'en Savoie et un bout de Haute-Savoie. On n'ira pas faire du conseil à Tours. Mon accompagnateur rénov, et là, je vais vous parler aussi de FIBAT. Donc accrochez-vous un petit peu. FIBAT Audit Réno, c'est une formation que vous suivez, vous pouvez la suivre en indépendant. D'ailleurs, on l'a fait comme ça aussi en formation courte. Et vous la suivez, enfin ceux qui feront la formation conseil accompagnateur rénovation la font durant la formation. Qu'est-ce que ça permet, cette formation? C'est un des premiers prérequis pour avoir ce fameux RGE qui s'appelle auditeur énergétique en maison individuelle, sans lequel vous ne pouvez pas faire de l'audit en maison individuelle. Donc voilà. Et c'est relié au MAR, donc à mon accompagnateur rénov. Ça, c'est un dispositif qui existe depuis début 2024, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et donc ça, c'est un dispositif qui a été mis en place pour accompagner les rénovations d'ampleur. Donc, pour ceux qui ne sont pas du domaine, on peut passer soit par une rénovation d'ampleur, c'est-à-dire faire tout à la fois, soit par la rénovation par geste. Donc, je sais pas, moi, je change mes menuiseries, je fais une isolation. Et il y a des gens qui vont dire, nous, on est plutôt dans cette mouvance-là, bah, en fait, c'est beaucoup mieux de faire tout ensemble. Comme ça, on peut tout gérer. Bon, bref, je m'égare. Mais ces rénovations globales, pour les faciliter, il y a une aide qui a été mise en place qui s'appelle MaPrimeRénov'. Et pour toucher cette aide, eh ben, il faut faire appel à quelqu'un qui est qualifié mon accompagnateur rénov'. Mais là, c'est un accompagnement qui est payant. Et donc, c'est ouvert à plus de personnes que les simples espaces que nous, on peut représenter. Mais Solia est MAR, nous, on est MAR également. Mais il y a plein de structures privées aussi qui peuvent intervenir, en sachant que ça reste quand même dans le domaine du public. Alors, je ne sais plus exactement le nom, mais ils ne deviennent pas espace public, mais en tout cas, ils font de l'intervention qui est... j'ai perdu le mot.
Mais en tout cas, ça permet, donc les personnes qui sont MAR, c'est un accompagnement du coup, qui va être payant pour la personne qui est en face et qui va lui permettre d'accéder aux aides pour faire de la rénovation globale. Voilà, donc c'est ça les différences en fait entre chaque. Et pour être MAR, il faut avoir le RGE dont on vous parlait également, entre autres. Voilà. C'est un peu compliqué, hein. Je conçois que c'est beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, n'hésitez pas à poser des questions de clarification. Je vais remonter, j'en avais oublié une pour Mylène. Qui contacter chez Solia, Dijon ou proximité? Merci pour votre présentation. Je ne sais pas si tu as des réponses Alors sur moi, ça, j'aurais pas Mylène, les mais bah oui, c'est ce que je me suis j'aurais dit, pas hein. les contacts en direct, mais les coordonnées se trouvent facilement, hein. Mm. Je Voilà, pense que sur le site, c'est plutôt. faut contacter l'accueil du Soliant en question et puis faire votre demande directement. Pour On est Mylène des ou Marie? structures pardon, excusez-moi, on est des structures à taille humaine, donc je pense que vous n'aurez pas de difficulté à avoir un retour. Pour Merci. Mylène ou Marie, quel volume de demandes avez-vous en Haute-Savoie? Refusez-vous des dossiers d'accompagnement? Et si oui, pour quelles raisons? Il y a beaucoup de questions, il y en a 3 à la fois. Et vous êtes AMO, mais vous n'avez pas d'artisan qui réalise les travaux, point d'interrogation. Alors, en 2024, j'ai donné les chiffres sur voilà, le nombre d'accompagnements. On a accompagné de très nombreux ménages. Donc en 2024, je ne sais pas si au niveau des actualités, vous en avez entendu parler, mais il y avait un objectif de massification donc des logements pour la rénovation énergétique. Et puis les dispositifs, la prime rénov, sont quand même bien adaptés et très avantageux pour les ménages. Donc il y a eu énormément de demandes sur l'année 2024 et on avait sur l'année 2024 avec la mise en place donc de ce nouveau dispositif, ça a entraîné quand même des délais d'intervention qui étaient assez longs. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on intervient assez rapidement. Mais oui, l'année 2024, on a eu énormément de dossiers accompagnés. Donc, je pense avoir répondu à la première Est-ce que vous avez question. refusé des dossiers? Est-ce qu'il y a des dossiers qui n'ont pas abouti et pour quelles raisons éventuellement? Alors, est-ce qu'on a refusé des dossiers? Alors, dans le cadre de nos opérations programmées, non. Non, ça, il est évident que non, puisque en tant qu'opérateur de la collectivité, ces ménages-là, on les a accompagnés. Notre public cible, forcément, on l'a accompagné aussi. Donc, nous, notre public cible, ce sont les ménages modestes et très modestes. Ensuite, naturellement, je dirais pas qu'on a refusé d'accompagner les ménages, mais du moins en 2024, avec l'allongement des délais, certains ménages qui ne pouvaient pas attendre un accompagnement se sont tournés vers d'autres structures, naturellement. Ok. Et après, je ne sais pas s'il y avait une autre question, je me rappelle plus. Est-ce que vous avez des artisans qui réalisent les travaux? Parce qu'il y avait la question sur le fait que vous êtes AMO. Alors, Voilà. en fait, avec notre agrément MAR, on a un devoir de neutralité. Ça, c'est très important. En fait, ça fait partie du cahier des charges Mm. de mon accompagnateur Rénov. Donc, on n'a pas le droit, en fait, d'avoir nos propres artisans. On a un devoir de conseil et d'orientation, mais on ne peut pas avoir nos propres artisans. Ok. D'accord. Donc c'est au maître d'ouvrage d'aller chercher tous ces artisans et faire son suivi de travaux, etc. C'est ça, c'est le ménage lui-même, oui, qui va faire ses devis et contacter lui-même les artisans. Tout à fait. Ok. Merci. Ça, je crois que j'ai répondu. Donc, les tarifs, j'ai répondu. Quelles sont les possibilités de financement de la formation? Les possibilités de financement de la formation, il y en a plusieurs. Pour tous, le CPF, donc le compte personnel de formation, la formation est ouverte à ce compte-là, enfin à cette possibilité-là. Pour tous aussi, bien sûr, on peut le dire, l'autofinancement. Et après, en fonction de votre situation, si vous êtes salarié, par exemple, vous avez ce qui s'appelle le projet de transition professionnelle, qui peut être une solution.
Ça, faut pas hésiter à nous contacter pour avoir plus d'informations. Si vous êtes demandeur d'emploi, France Travail peut compléter votre CPF, donc le compte personnel de formation, s'il n'y a pas assez de crédit dessus. Euh, France Travail peut aussi financer l'intégralité de la formation. Et sinon, vous avez aussi les régions qui peuvent proposer des choses pour les personnes pour financer les formations. On a Virginie, alors je ne l'ai pas présentée, pas parce que je ne voulais pas la présenter. Et Virginie, tu es encore avec nous? Oui, oui, je suis là. Oui. Virginie est là, c'est pas que je ne voulais pas la présenter, mais je me dis que ça faisait beaucoup de personnes. Elle était là pour aussi assister à la présentation qui m'intéressait. Mais comme elle est là, elle est chargée de recrutement pour la session de février. Donc si tu veux compléter ce que je viens de dire, Non, non, bah je crois que j'ai c'est. rien Voilà, oublié. non, non, je pense pas que tu aies oublié quoi que ce soit. Je veux juste peut-être rajouter qu'effectivement, pour le dossier transition pro, donc pour les salariés, il faut s'y prendre assez tôt. Là, par exemple, pour Mm. février, voilà, c'est trop tard. C'est souvent bien 3 mois, voire plus avant le démarrage de la formation. Même pour Euh, hors région Aura, parce que nous, on a le calendrier pour région Aura, mais est-ce qu'on sait que c'est oui, aussi le cas alors pour toutes les autres? Ouais. Alors, je connais pas les calendriers de toutes les régions, je les ai pas toutes en Mm. tête, mais en tous les cas, c'est souvent, voilà, soit ils ont des commissions fixes et effectivement, il faut en plus avoir déposé le dossier un mois avant leur commission et leur commission est bien avant aussi la formation, soit ils disent tout simplement c'est minimum 3 mois avant. Enfin voilà, ça dépend vraiment des régions. Donc, dans tous les cas, si vous êtes intéressé par ce dispositif, je vous invite à vous mettre en relation avec Transition Pro. Tous les transitions pro ont un site par région, enfin voilà, vraiment dédié à toutes les informations. Et vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec eux. Ils ont des permanences. Enfin voilà, c'est très important de se faire accompagner pour transition pro. Voilà. Et pour le reste, bah voilà, je pense que tu as tout dit effectivement. Très bien, merci beaucoup. Et l'autre question, c'est peut-être toi qui vas pouvoir répondre aussi. Quand sera le prochain webinaire pour la formation de chargé de projet? Pas tout de suite, hein? Oui, alors on n'a pas encore la date exacte, probablement début 2026, voilà, tout début 2026 pour le prochain webinaire, on va dire, pour la session d'octobre prochain. Par contre, vous pouvez d'ores et déjà aller voir le replay de celui qui a été fait février ou mars l'année dernière, je ne sais plus exactement. Il est toujours en ligne. Vous allez sur la page de la formation, vous cliquez sur document de présentation, vous remplissez votre petit mail et vous recevez par mail voilà, le dernier webinaire qui est encore, alors qui est plus d'actualité au niveau du calendrier, évidemment, puisque la session a démarré là, mi-octobre. Mais en tout cas, pour tout ce qui est contenu, voilà, vous débouchez, vous allez avoir déjà beaucoup d'informations sur celui-ci. Quelles sont les conditions d'inscription donc à la formation conseillée, j'imagine? Eh bien, je vous invite à vous rendre sur le site internet où vous pouvez candidater. Vous pouvez remplir le formulaire d'inscription et après, eh bien, Virginie vous recontactera euh, pour définir un entretien de recrutement et voir si votre parcours, vos motivations et votre projet professionnel correspondent à la formation. Peut-on réaliser un audit énergétique en France sans la certification RGE? Non, je ne crois pas. Quelle formation pour la certif RGE? Eh ben, moi, je connais la FIBAT Audit Réno. Après, il y en a certainement d'autres qui existent, mais je ne les connais pas. Ah ouais, après, oui, il y a OPQEBI. Au niveau Hmm, alors non, la formation, non, hmm, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom, ça me reviendra. Mais oui, il y a d'autres formations, effectivement. j'imagine, oui. En fait, la formation FIBAT Audit Réno, l'avantage, c'est il y a je sais pas comment on peut appeler ça, des accords, j'imagine, c'est l'AQC qui est derrière FIBA Audit Réno, donc qui nous a habilités à la dispenser. Donc on n'a que quelques formateurs, il faut être habilité pour dispenser cette formation. Donc nous, on a quelques formateurs qui peuvent la dispenser à l'ASDER. Et il y a un accord en fait enfin un accord, c'est pas vraiment un accord, mais en tout cas OPQB et Calibat, quand ils savent que la formation FIBAT a été suivie, disons que le critère formation en rénovation suivie, ça c'est un truc qui est coché un peu automatiquement. Est-il possible d'avoir un ordre de grandeur de rémunération brute nette mensuelle pour un chargé de mission car chez Solia Urbanis? Alors, moi j'ai des ordres de grandeur trouvés que je peux essayer de retrouver.
faut juste que j'arrête le partage. Hop, voilà. Les ordres de grandeur avec, après faut bien sûr, ça dépend de la structure que vous rejoignez, ça dépend du nombre d'années d'expérience que vous avez avant, ça dépend de votre niveau, d'études initiales. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses, je pense, qui viennent influer ça. Les chiffres qu'on a, nous, en salaire brut annuel moyen, peu expérimenté, c'est entre 23 et 29 K euros. Expérimenté entre 30 et 38 et très expérimenté, ça peut aller entre 38 et 55. Tout dépend encore une fois du débouché que vous avez, de l'employeur que vous rejoignez et de vos années d'expérience. Je reprends les questions. Êtes-vous en mesure de nous aider pour trouver une entreprise pour le stage ainsi qu'un MO pour le projet à réaliser en fin de formation? Alors oui, c'est nous qui vous fournissons, hein, l'étude de cas. Vous n'avez pas, vous, besoin d'aller chercher une étude de cas, c'est nous qui vous donnons une étude de cas concrète, hein. Est-ce qu'on est en mesure de vous aider pour trouver une entreprise pour le stage? Alors, quand vous êtes au début de votre, recherche, non. Enfin, oui, dans le sens où on vous accompagne, on vous donne des pistes et cetera. On est là bien sûr pour, vous conseiller et vous aider, mais, c'est à vous de vraiment de faire aussi la démarche, d'aller voir des structures, de démarcher, de vous rendre compte un peu aussi du secteur, qu'est-ce qui vous intéresse, de faire, si vous en avez la possibilité, des immersions. Enfin voilà, c'est un vrai travail en fait aussi, bah, comme Marie disait, elle, ça l'a aidée aussi à se rendre compte de si oui ou non, c'était là-dedans qu'elle voulait aller. De vous rendre compte du secteur, de qui est autour de moi, même si bien sûr on vous donne des pistes, on vous aide. Une fois que vous avez rejoint la formation, si vous n'avez toujours pas, de stage ou que vous en ayez un d'ailleurs, on met à votre disposition notre annuaire des entreprises qui peut aussi vous aider et puis là, on fait un accompagnement plus suivi, même si je dis ça, mais vraiment je ne recommande pas de ne pas avoir de stage, quand vous entrez dans la formation parce que c'est une charge mentale en plus de devoir trouver un stage pendant, que vous êtes en train de suivre la formation. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Quand vous avez déjà un stage, vous pouvez vraiment vous consacrer au suivi de la formation qui, encore une fois, je le répète, est assez dense. Combien de temps dispose-t-on pour réaliser le projet et préparer la soutenance? Heu, alors, je vais vous montrer sur le calendrier, ce sera peut-être plus parlant. Puis après, on va peut-être s'arrêter parce que je vois qu'on est déjà à 1 h 30 de présentation. Hem, sur le calendrier, généralement, on vous donne accès, heu, à l'étude de cas par là, disons le 25 et il faut la rendre 2 semaines avant la soutenance qui a lieu ici, le 11 et le 12. Donc il faudra la rendre le 26. Là, la date de rendu, ce sera le 26 avril et après vous avez les 2 semaines pour préparer la soutenance ici et je vous laisse généralement une matinée aussi pour vous continuer à vous préparer, ici, pour passer ensuite la soutenance. Hop là. Tac. Je suis en train de partager tout mon écran, c'est ça, non? Hop, je vais arrêter Oui. le partage. Alors je prends une dernière, financement par des régions hors Rhône-Alpes pour répondre très rapidement. Oui, tout à fait, renseignez-vous auprès de votre région. Mmh. Quelle est la part d'étudiants hors région Rhône-Alpes? Alors là, je ne saurais pas vous répondre. Il fallait que je fasse une étude un peu plus précise. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Là, comme ça, j'ai pas de réponse. Je vais m'arrêter là. Si vous avez d'autres questions complémentaires, je vous invite à nous contacter, à prendre rendez-vous sur le site. Voilà, il y a plein de manières de nous joindre. Je vous remercie à tous, d'avoir assisté à ce webinaire. Un grand merci, bien sûr, à Mylène et Marie. Merci beaucoup d'être intervenues pendant ce webinaire. Ça apporte toujours beaucoup de richesse, à ces échanges, donc vraiment un grand merci. Et bien, peut-être à une prochaine fois pour les autres, si vous souhaitez candidater. Juste comme ça, d'ailleurs, en petit sondage, qui souhaite candidater à cette formation? Qui pense candidater à la formation? Si vous voulez lever la main pour l'indiquer. Alors, il y a des gens qui applaudissent. Alors, c'est peut-être ça qui indique et rendez-vous pris sur le chat. Très bien. OK. J'ai l'impression 4-5 personnes. OK. Bah, très bien.
Eh ben, on attend votre candidature et encore une fois, merci et très bonne journée et merci d'avoir tenu pendant ce temps de repas. Et à très bientôt.